On va maintenant parler du rayonnement bêta. Donc, comme j'ai mentionné tantôt, le rayonnement bêta, c'est l'émission d'un électron à haute énergie pour diminuer le niveau énergétique de l'atome. Parce que l'atome est instable, il y a trop d'énergie, il doit s'arranger pour se restabiliser. Donc ici, ce qui va se produire au niveau de la désintégration, comme vous allez voir, il y a un électron qui va partir. Mais il y a aussi quelque chose d'autre d'intéressant qui va se produire. Donc, si vous regardez bien ici, mon carbone 14 instable devrait éventuellement libérer un électron. On va réessayer ça. Ah, et puis voilà. Vous voyez qu'il y a un électron qui part du noyau, excuse, de l'atome. Vous avez aussi vu l'antineutrino, mais on ne parlera pas de cette particule-là. Donc ici, l'électron qui part, mais remarquez bien que mon carbone 14 est maintenant transformé en azote 14. Ce qui est très intéressant. Puis je vais vous expliquer cela à l'aide des dessins suivants. Donc ici, j'ai mon carbone 14. Carbone 14 voulant dire que mon nombre de masse est de 14. Donc, admettons que le rouge, c'est les neutrons, puis le noir, c'est les protons. Donc, dans ce cas ici, mes neutrons, et puis mes protons, et puis que les verts, les éléments, les petites boules vertes, ce sont mes électrons. Donc, comme on a vu tantôt, lors de l'émission d'un rayonnement bêta, vous avez un électron qui part. Donc, lorsqu'il y a un rayonnement bêta qui part, une désintégration bêta qui a lieu, il y a un électron qui part. Par contre, mon atome de carbone se transforme en azote 14. Donc, si vous comparez bien les deux, vous pouvez remarquer que entre le carbone 14 et l'azote 14, on a le même nombre de masses. Ça veut dire que la somme des protons et puis des neutrons seront la même. Par contre, si on regarde le numéro atomique, il y a une petite chose qui change. Le numéro atomique de l'azote est plus élevé que celui du carbone. Donc, techniquement, il y a un proton de plus. Qu'est-ce qui se produit au niveau de la désintégration bêta? C'est que j'ai un neutron qui devient un proton. Donc, le neutron devient un proton. Donc, ça veut dire qu'il n'y a plus trop de neutrons pour que le noyau soit stable. Donc, en raison de cette transformation, mon atome ressemble maintenant plutôt à de l'azote 14. Donc, ça, c'est en gros le rayonnement bêta. Donc, c'est l'émission d'un électron. Donc, il y a un électron qui part, et puis la transformation de un proton en un neutron, ce qui modifie seulement, et je dis bien ça modifie seulement, le numéro atomique. OK? Puis oui, évidemment aussi, ça modifie le nombre d'électrons, mais pour l'instant, c'est pas ça que je vise vraiment à vous expliquer. Je vais maintenant vous parler du rayonnement gamma. En fait, le rayonnement gamma, c'est pas une particule qui part du noyau, c'est de l'énergie. Donc, le rayonnement gamma, normalement, a lieu en même temps que soit bêta ou alpha. Donc, comme j'avais mentionné auparavant, le rayonnement alpha puis bêta, l'objectif, c'est de diminuer l'énergie dans l'atome. Fait que, ben, cette énergie-là, il faut qu'elle va à quelque part. Fait que quand, quand que j'ai un rayonnement alpha, j'ai mon noyau d'hélium qui part, mais j'ai aussi du rayonnement gamma. Fait que l'énergie supplémentaire qui décolle, ça, c'est le rayonnement gamma. Et puis, quand j'ai une désintégration bêta, j'ai mon électron qui décolle, j'ai mon neutron qui se transforme en proton, mais j'ai aussi du rayonnement gamma. Donc, le rayonnement gamma étant l'énergie supplémentaire qui sort de l'atome. Et puis ça a des applications très intéressantes.
Donc, je vais vous parler du rayonnement gamma et puis comment c'est important dans les réacteurs nucléaires. Donc, ici, j'ai un atome d'uranium, plus spécifiquement de l'uranium-235. Ça, c'est un isotope radioactif de l'uranium. C'est ce qu'on utilise dans nos réacteurs nucléaires pour fournir de l'énergie. Fait que de façon simplifiée, voici ce qui se passe dans le réacteur nucléaire. On a des appareils qui lancent un neutron. Et puis, en lançant un neutron, puis quand ça frappe euh, l'atome, ça provoque une réaction. Donc, c'est ce qu'on appelle la fission nucléaire. Fission parce que l'atome va se briser en deux. Donc, comme vous avez vu, je vais le refaire, en lançant un neutron, ça devient un isotope vraiment instable. OK? Euh, le 235 est instable. C'est un radioisotope. Mais pour le rendre encore plus instable, pour lui donner plus d'énergie à libérer, on lance un autre électron, un autre neutron, et puis là, le noyau éclate. OK? Ça libère énormément de rayons gamma. Fait que le principe d'un réacteur nucléaire, c'est qu'il y a beaucoup d'uranium. Fait que ce qui arrive, c'est que en lançant un neutron, ton premier noyau se désintègre, frappe dans les autres, et puis finalement, tu as une grosse réaction en chaîne qui libère énormément d'énergie. Puis voilà, ça c'est une réaction en chaîne typique dans un réacteur nucléaire. Puis là, je vais vous faire montrer une simulation de réacteur nucléaire. En fait, c'est quand même une version simplifiée de ce que c'est là. Mais ici, ça représente pas les tuyaux, mais les cylindres d'uranium qui sont placés à l'intérieur des réacteurs. Et puis, ici, vous avez le thermomètre qui va vérifier la température. Ici, on a l'énergie produite à l'aide du réacteur, soit les réactions. Et puis, donc, on va voir ici, je peux manipuler la division. Donc, je peux limiter les réactions. Donc, par exemple, si je tire un électron, la réaction est localisée juste dans une région. OK? Et puis là, si je tire un électron là, c'est ce que ça fait. Par contre, je vais tout réinitialiser. Si j'ouvre la division entre les différents cylindres, ben là, je peux lancer multiples noyaux, puis vous regardez bien l'énergie produite. Et puis la chaleur augmente considérablement. Donc, toute cette énergie produite-là, c'est parce que c'est en raison des rayons gamma. C'est des rayons gamma qui sont émis par les noyaux instables. Quand ils se brisent, ils libèrent aussi des rayons gamma. Et c'est de cette façon-là qu'on peut fabriquer de l'énergie, mais pas vraiment fabriquer plutôt, mais on peut transformer l'énergie nucléaire en énergie électrique à l'aide de le rayonnement gamma émis par les noyaux instables. Et puis ça, en gros, ça c'est le principe d'un réacteur nucléaire. Et puis voici une image d'un vrai réacteur nucléaire. Donc, vous pouvez voir les cylindres d'uranium ici, là, qui sont à l'intérieur du réacteur. Donc, les radioisotopes ont plusieurs applications. Par contre, ils sont dangereux. Ils sont dangereux parce qu'ils ont la capacité de modifier notre ADN, ce qui peut nous causer plusieurs problèmes, entre autres des cancers. Mais il y a plusieurs applications médicales et autres. Donc, quelques exemples ici pour vous. L'iode 131, on l'utilise pour détecter des problèmes de glandes thyroïdes. Donc, on vous injecte avec le radioisotope et puis l'iode est utilisé par les glandes thyroïdes. Fait que l'iode se rend aux glandes thyroïdes et puis ça nous permet de déterminer quelle quantité d'iode est utilisée par la glande thyroïde. Parce que là, si l'iode est utilisé, donc on ne remarque plus vraiment sa présence et ça nous permet aussi de faire différentes sortes de scans parce qu'on peut
visionner davantage ce qui se produit à l'aide de l'élément radioactif. Le carbone 14, comme j'ai déjà mentionné, c'est intéressant parce que on peut déterminer l'âge de différents objets. En fait, on connaît à quel rythme le carbone 14 se désintègre et on connaît à peu près quelle quantité il devrait avoir. Donc, en fonction de la quantité qu'il devrait avoir, puis la quantité qui reste et du taux de désintégration, on peut estimer l'âge de certaines choses. Par contre, le carbone 14 a une limite, fait qu'il y a d'autres techniques de datage qui sont apparues depuis bien récemment, en fait. Et puis, l'américanium 241, vous n'avez peut-être dans vos détecteurs de fumée à la maison. Donc, ça termine la vidéo sur les radioisotopes.